Vous avez été nombreux à la demander, nous l'avons enfin organisée. La première Makers Conférence se tiendra Inch'Allah le samedi 20 avril 2024 à Paris, La Défense. Cet événement d'une journée, organisé par Muslim Makers, rassemblera des acteurs engagés de la communauté musulmane pour explorer des thématiques clés d'actualité telles que le leadership, la culture au travail, les nouvelles technologies, l'investissement et l'entrepreneuriat. La Makers Conférence est aussi l'occasion unique de s'inspirer et de réseauter avec d'autres Muslim Makers, de partager vos idées et de collaborer pendant toute une journée dans un espace adapté et élégant, pouvant accueillir plus de 150 personnes. Pour réserver vos places, rendez-vous sur makersconference.fr. En plus de ça, je vous ai réservé un petit cadeau, une réduction de 20% à durée limitée avec le code promo MuslimMakers. Les détails pour en profiter sont en description de l'épisode. Hâte de vous voir sur place. Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel. On peut faire plein de choses avec de l'argent. En tout cas, on peut faire du khayr. L'argent n'est qu'un révélateur. C'est-à-dire que vous êtes une bonne personne, vous allez faire encore plus de bien. Vous êtes déjà une mauvaise personne, l'argent ne fera que renforcer en fait ce trait de caractère, c'est tout. Les gens ont peur de l'argent parce qu'ils ont peur de découvrir en fait quelque chose de... ils ont peur peut-être de devenir orgueilleux, Mais finalement, l'argent n'est qu'un révélateur. Si vous devenez orgueilleux, c'est que vous l'étiez déjà. Donc le travail doit se faire sur le cœur et pas forcément dire que c'est l'argent la cause. Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Sabria. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Comment vas-tu? Ben ça va, alhamdoulilah. Très bien, je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Bah écoute, je suis enchanté de t'accueillir sur le podcast. Toi, donc, tu es en direct de la Réunion. Exactement. Machallah, je crois que c'est le premier podcast que je fais avec quelqu'un en direct de la Réunion. Ah ben pourtant, à La Réunion, il y a beaucoup de musulmans. Ouais, il y a beaucoup de musulmans. Ouais. Enfin, peut-être que tu m'en feras connaître quelques-uns pour les prochains podcasts. Tu me disais que c'était Inch'Allah. la saison des pluies, la mousson en ce moment, donc il y avait des cyclones, tout ça. Oui, là en ce moment, c'est vraiment on est en pleine saison cyclonique. Donc effectivement, il faut prévoir. On prévoit certaines choses au niveau professionnel, même au niveau personnel. Puis du coup, Allah nous rappelle que c'est lui qui décide et que quand il y a des cyclones, bah, on arrête tout et, euh, Hmm. et on attend. On attend que ça passe et alhamdoulilah, on est content d'être en sécurité. Voilà. Bon, bah écoute, on va en parler un petit peu plus tard, parce que c'est intéressant aussi la Réunion, c'est un endroit assez spécial. Oui, Donc, Sabria, je te laisse te présenter rapidement, nous dire qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais à La Réunion, parce qu'il me semble que tu as grandi en France. oui. Métropolitaine, je veux dire, parce que La Réunion, ça fait partie de la France aussi. Mais voilà, dis-nous tout. Alors, je suis Sabria, effectivement. Donc, je suis, on va dire, formatrice en finance islamique et aussi donc consultante ou gestionnaire de patrimoine. Donc, j'aide les personnes finalement à comprendre comment appréhender le monde de l'économie, de la finance au quotidien de façon licite. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire gagner son argent, dépenser son argent, investir son argent de façon licite. Ça, c'est vraiment ma mission et on va dire que mon, ma motivation première, c'est vraiment la lutte contre le riba. Voilà, si on peut définir Sabria, c'est celle qui s'est donnée comme mission de lutter contre le riba. J'aimerais que que notre communauté aujourd'hui, bah, finalement, en sorte, même si c'est peut-être utopique, mais j'aimerais vraiment en tout cas, on fasse la démarche de se dire que c'est possible, on peut sortir du riba et Inch'Allah, on va y arriver. En tout cas, on voit de beaux résultats aujourd'hui, donc c'est possible. Alors, La Réunion, pourquoi La Réunion? Alors, déjà, parce que je suis originaire de La Réunion. Donc, mon père est né à La Réunion. Moi, j'ai grandi en France. Et donc je suis convertie, hein, parce que beaucoup de personnes, souvent se posent la question, me disent, «Bon, bah, toi tu viens du Maghreb et tout ça». Pas du tout. Par contre, je suis mariée avec un Algérien. Et pourquoi La Réunion? Bah, en fait, parce que du coup, ici, il faut savoir qu'il y a beaucoup de musulmans et que c'est un petit peu le berceau aussi de la finance islamique, hein, en France, on va dire. Parce qu'il y a énormément d'acteurs, enfin pas mal d'acteurs, on va dire, de la finance islamique qui sont originaires de La Réunion aussi. Donc, bon, le fait d'être ici, c'est quand même, ça a du sens pour moi. Et pourquoi La Réunion? Bah, tout simplement parce que on est parti avec mon mari étudier donc, au Maroc.
et qu'ensuite, pour les études de mes enfants, revenir en métropole, c'était intéressant parce qu'ils sont quand même d'une culture, donc européenne, enfin française, et revenir en métropole, c'était compliqué. Donc je me suis dit: «Bah, pourquoi pas revenir à La Réunion finalement, puisque c'est un peu mes origines». Voilà. La Réunion, c'est une île que j'apprécie, particulièrement donc pour ceux qui connaissent pas, c'est au sud, vraiment au sud, pas loin de Madagascar et de l'Afrique du Sud. Oui, parce que tout le monde place La Réunion avec les Antilles, donc ça n'a rien à voir. Alors, les Antillais, je les salue, hein, ce sont des cousins, mais ça n'a rien à voir, vraiment, hein. C'est-à-dire que La Réunion, c'est plus vers l'île Maurice, Madagascar, c'est l'océan Indien. Donc, La Réunion est peuplée de toutes les origines, en fait, on va dire. C'est pour ça que d'ailleurs ça s'appelle, La Réunion, parce que vous allez avoir des communautés indiennes, donc vous avez eu des Arabes, des Portugais, les Anglais, enfin vraiment il y a eu, c'est un melting pot, impressionnant. Il y a des métissages que vous ne retrouverez partout, enfin nulle part ailleurs en fait, et heu et c'est un petit peu ça aussi qui me porte dans le sens où, ces valeurs-là de vivre ensemble, moi je les ai toujours eues, et je pense que ça a vraiment été, très, très fondateur pour moi, ou en tout cas ça a été très important dans mon cheminement de vie, puisque quelque part, au départ, enfin ça c'est un petit peu pour ma vie personnelle, mais je pense que c'est important aussi de le rappeler. Hem, Au départ, on se cherche tous un petit peu de savoir, qui on est, ce qu'on pourquoi finalement on a été, créés, quelle est notre mission sur terre, qu'est-ce que Allah attend de nous, et finalement nos origines quand même, nous donnent une indication, et moi, avec La Réunion, j'ai vu que, voilà, il y avait plein de mélanges, mais clairement, en arrivant en France, je n'ai pas trouvé ma place. C'est-à-dire que j'étais toujours soit, la française, qui avait des origines un petit peu, voilà, on ne sait pas trop, soit j'étais, la musulmane après quand je suis devenue, on va dire quand je me suis convertie, soit j'étais la musulmane, mais du coup qui est pas réellement, d'un pays arabe. Donc vraiment un peu, toujours un petit peu le vilain petit canard, on va dire. Mais finalement, l'islam nous rappelle aussi que, bah, on est de partout, on est de nulle part, et on n'est que des voyageurs. Mmh mh. Du coup, rester sur ses origines, je pense que c'est pas forcément, une bonne chose, le fait que justement on puisse, se dire qu'on vit avec tout le monde, et qu'on est humain avant tout, c'est peut-être le plus important. Voilà. D'accord, merci. Donc Sabria, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est qu'est-ce qui a fait que tu t'intéresses autant à la finance islamique? Est-ce que c'est un parcours que tu as avec ton mari aussi? Tu as dit que vous avez étudié ensemble au Maroc. C'était par rapport à ça ou autre chose? Et pourquoi donc est-ce que tu étais destiné à enfin destiné, est-ce que tu as fait un parcours dans la finance, que tu as ensuite orienté vers la finance islamique? Raconte-nous un peu ce cheminement vers la finance islamique. Alors, en fait, j'ai l'impression que moi, ma vie, j'ai jamais réellement, je me suis un peu laissée porter par le vent. C'est-à-dire, j'ai fait des études parce qu'il fallait faire des études finalement. Donc, j'ai pris, ce qui était accessible. Donc, j'ai fait un BTS force de vente, alors que j'étais vraiment pas, passionnée par la vente, mais on va dire que c'était, ce qui se présentait. Ensuite, pareil, moi je comptais arrêter, puis finalement j'avais une amie qui m'a dit: «Non, viens, on va continuer, on va faire une école de commerce». Elle était beaucoup plus, comment dire? Beaucoup plus ambitieuse que moi, et finalement je me suis laissée porter. Donc je lui ai dit: «Allez, on va faire, l'école de commerce en alternance». Donc moi je travaillais dans une boîte d'informatique, et en même temps j'ai validé, ma maîtrise, et ensuite, bah, je suis rentrée sur le marché du travail, donc assez rapidement, puisque du coup l'alternance m'a permis d'avoir de l'expérience, et à l'époque, il y avait encore du travail, enfin à peu près. Donc j'avais l'opportunité soit de travailler dans l'informatique, ou soit de rester sur Lyon, parce que du coup, moi après j'étais sur Lyon, et là j'ai intégré la banque parce qu'on me proposait une bonne formation, un bon salaire, des conditions qui étaient intéressantes. Enfin vraiment, moi je regardais que le côté, on va dire, matériel, et puis, je cherchais à avoir un CDI comme tout le monde, enfin bref. Et là, en même temps, j'avais aussi, ce côté, je commençais à m'intéresser vraiment à l'islam, enfin, je m'y intéressais déjà depuis un petit moment. J'ai intégré la banque, je me suis formée, j'ai eu vraiment une très grosse formation, parce que c'était une,
comment dire? Une intégration entre guillemets «pilote». Ils formaient des personnes pour être, multicompétents, on va dire, donc dans plein de domaines. Il y avait la fiscalité, la bourse, les assurances, enfin on touchait à beaucoup, beaucoup de domaines différents. On a eu une formation quasiment sur 2 ans, donc c'est énorme. C'est pas l'équivalent de ceux qui sont dans le domaine bancaire de l'ITB, mais voilà, c'était quand même assez costaud et donc en intégrant la banque, vraiment, j'ai beaucoup aimé, ce je vais pas dire ce domaine, mais cette science de se dire, bah, finalement l'argent à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça peut financer? Ce rapport à l'argent, je l'avais pas du tout, donc j'ai beaucoup appris en étant dans ce milieu-là, mais Mmh. clairement ça ne convenait pas du tout à mes valeurs puisque du coup je commençais à m'intéresser beaucoup à l'islam et je voyais qu'il y avait des choses qui ne collaient pas. Donc au bout d'un moment pour faire rapidement, au bout d'un moment, je me suis dit: «C'est pas possible d'évoluer dans ce domaine», donc j'ai démissionné et on a décidé avec mon mari de partir, donc là, au Maroc. Et pourquoi la finance islamique? Bah, parce qu'après alors c'est pas forcément tout de suite au Maroc, mais après non, d'abord on est parti à La Réunion, pardon. Avant de partir au Maroc, on est parti à La Réunion pour étudier parce que, c'était le premier centre, de formation, on va dire des ulamas, c'est l'ITMR pour ceux qui connaissent. Mmh. Donc on est venu ici à La Réunion pour se former. Donc c'est il y a longtemps, hein, il y a 20 ans, hein, presque, hein. Et heu et là, j'ai pris des cours de mon côté avec, donc du coup le cheikh, si vous connaissez, le cheikh Mohamed Patel. Qui n'était pas encore dans la finance islamique et justement qui partait. Il partait en France pour se former en finance islamique et donc là, j'ai découvert la finance islamique. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est que cette finance? Qu'est-ce qu'elle a de différent et pourquoi finance islamique?» Et donc là, Mmh. j'ai commencé à m'y intéresser, mais je me suis formée du coup, de mon côté parce qu'en France, il y avait rien. Il y avait mais quand je vous dis rien, c'est rien, rien du tout. Pour vous dire, même le cheikh Mohamed Patel était en train de se former, donc c'était qu'il y avait vraiment, pas grand chose. Donc moi, je me suis formée plutôt en Angleterre, donc avec les Anglais. Donc déjà, j'avais une vision très anglo-saxonne de la finance islamique, hein, Mmh. et d'ailleurs, je regrette pas parce qu'ils avancent beaucoup, beaucoup plus vite que nous, dans l'Hexagone. Voilà. Donc voilà comment est venue, la finance islamique, dans ma vie. D'accord. Quand tu dis que tu étudiais ensemble avec ton mari, c'était aussi la finance islamique ou c'était juste la science de la religion ou d'autres choses que vous faisiez ensemble? Alors lui, non, c'était vraiment, donc à l'ITMR, c'était le programme, vraiment de sciences religieuses, le fiqh, en général. D'ailleurs, d'ailleurs, c'était la première année qu'ils proposaient le fiqh maliki parce que, à La Réunion, il faut savoir que ce sont des hanafis. Donc, Ouais. vraiment étude, bah, des hadiths, du Coran, donc, un gros programme et moi, bah, moi, j'étais plus à la maison, c'est-à-dire, et avec mes enfants parce que du coup, j'avais 2 enfants, 2 petites. Donc moi, je m'occupais d'elles et en même temps, je leur permettais aussi de commencer leur apprentissage, à la mosquée qui était juste en face. Puisqu'à La Réunion, il faut savoir qu'on a un système, donc qui est assez performant, de madrasa, donc qui permet aux enfants d'aller à la madrasa tous les jours. Ouais. Donc vraiment tous les jours. Donc ils y vont tous les jours et ils ceux qui veulent apprendre, donc c'est pas tous, mais ceux qui veulent, devenir Houffaz, par exemple, à 14-15 ans, généralement, ils Ouais. font leur, khatma et voilà. Donc Ouais. C'est ce que un j'avais pu beau en tout cas, entendre, ouais. Mmh. ouais, un beau modèle, en tout cas pour un pays, pour un endroit non arabophone, un bon modèle, pour apprendre sa religion. Ouais. C'est très tiré aussi du modèle d'apprentissage, indo-pakistanais aussi, je pense. C'est ça. Oui, oui. Mmh. Oui, oui, bah, parce que, du coup, la communauté musulmane, de La Réunion, c'est surtout une communauté indo-pakistanaise. Donc, ils se sont calqués vraiment sur ces méthodes-là et qui sont, très efficaces, hein, vraiment très Mmh. efficaces. En France, ça serait peut-être bien d'essayer de mettre ça en place aussi. C'est-à-dire, parce que moi, je me suis rendu compte rapidement aussi qu'avoir un cours par semaine pour mes enfants, c'était vraiment pas suffisant. Vraiment pas suffisant. Heu Mmh. Sans parler de la science. Déjà la science, en elle-même, bon, un cours par semaine, c'est pas voilà, c ça va pas révolutionner la chose, mais c'est surtout le fait d'être en constante connexion avec ce monde-là, avec la mosquée, avec les avec les ulamas, avec les sœurs, aujourd'hui en France, j'ai l'impression qu'on est justement déconnecté de ça et ça pose énormément de problèmes par la suite. C'est Ouais.
Le fait d'y aller Ouais, tous les jours, c'est quand même si c'est juste pour y aller, c'est important. ouais. Alors, en général, la finance islamique, c'est plutôt une population très masculine qui s'intéresse à la finance de manière générale et aussi à la finance masculine. Il y a très peu de personnes, au niveau des femmes. Et dans la finance islamique, j'en connais pas grand monde, donc je connais toi et j'avais interviewé, à l'époque, Rabia Tabiel. Oui, Et c'est oui, Tabiel, hein, son nom de famille, c'est ça? c'est ça, Rabia Tebiel. Donc déjà, c'est un secteur assez difficile, mais en tant que femme, est-ce que c'est encore plus difficile? Bah oui, bah, je vais t'expliquer, en toute transparence, hein. C'est-à-dire qu'au Ouais, départ, effectivement, moi, je suivais Rabia Tebiel depuis déjà un petit moment. J'avais fait, pour ceux qui connaissent la WMA, c'était un ouais. programme, de web marketing, mais pour un autre, domaine, puisque du coup, moi, après, je suis vraiment rentrée dans l'entrepreneuriat, mais dans autre chose. C'est-à-dire que la finance islamique, c'était pour moi. C'était vraiment pas dans un but commercial, je me suis pas dit, «Bon, bah, je vais faire des cours de finance islamique, ou je vais monter une banque islamique, je vais révolutionner». Pas du tout. C'est-à-dire que, en tant que convertie et de Talibat al-Ilm, on va dire, ma volonté, c'était surtout de comprendre ce que j'avais le droit de faire, ce que j'avais pas le droit de faire. Est-ce que je pouvais investir? Comment rester dans le licite, en fait, avec mon argent, en fait, c'était ça. Notre Mmh. argent dans le couple, mais absolument pas des visées professionnelles. Mais du coup, c'est vrai que j'ai vu, donc Rabia, je la suivais, je voyais ce qu'elle faisait, mais je la trouvais bien isolée dans son monde. Mais vraiment, je me disais: «Machallah, elle est courageuse» parce que le monde de la finance, en ayant connu le monde de la finance traditionnelle, un monde très masculin, et en voyant le monde de la finance islamique, je me suis dit: «C'est un milieu qui est quand même, assez particulier». Et d'ailleurs, mes débuts, on va dire, quand j'ai commencé un petit peu, la finance islamique, donc déjà ça a été très, très long parce que, beaucoup de blocages, hein. Il a fallu que je me dise: «Non, mais en fait, il faut que tu y ailles parce que là, il y a vraiment personne et il y a personne qui est formé en finance islamique». Parce qu'il faut savoir que moi, je pensais, comme j'étais convertie, je pensais que tout le monde était formé à la finance islamique. Je pensais que Mmh. c'était tellement évident et qu'en fait, bah, ça m'est même pas venu à l'idée de me dire: «Je vais proposer des formations» parce que pour moi, c'était tellement évident. Et quand j'ai accompagné des femmes dans l'entrepreneuriat, des femmes de la communauté, musulmane, je voyais qu'elles faisaient des choses qui étaient pas licites ou qu'elles n'avaient pas une certaine notion par rapport à la zakat, par rapport à l'héritage, par rapport à l'investissement, tout simplement. Et là, je me suis rendu compte qu'il fallait, peut-être les sensibiliser par rapport à certaines choses. Donc ça s'est fait dans le cadre de mes accompagnements individuels au départ et puis ensuite elles m'ont dit: «Mais est-ce que ça serait possible que tu nous fasses peut-être une mini formation pour qu'on sache les fondamentaux quand on est entrepreneur, par exemple, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire». Donc ça a un peu commencé comme ça et après j'ai élargi, je me suis dit: «Mais en fait, il y a pas que les entrepreneurs qui ont besoin d'avoir les bases de la finance islamique, de ce qui est licite, ce qui ne l'est pas, pour qu'on puisse vraiment tous les jours, se dire, ben là je peux par exemple payer avec ma carte, je peux faire du cashback, je peux, payer en 4 fois sans frais, je peux voilà, je peux ou je ne peux pas. C'est-à-dire, ça c'est des choses de la vie courante et c'est le B Mmh. à bas de la finance islamique et parce qu'après il y a énormément de choses à apprendre. Mmh. Donc voilà, le but c'était ça. Alors le milieu masculin, oui, alors ça oui, c'est un milieu très masculin, donc très difficile, je vais pas dire très difficile de faire sa place, c'est pas ça. Parce qu'en réalité, moi j'ai pas de place à faire en fait, j'ai pas ce que je fais, c'est de la sensibilisation. Je suis en contact avec des femmes qui veulent être en confiance et qui veulent pouvoir se confier. Parce que l'argent, quand on parle d'argent, on parle de choses qui sont intimes. C'est intimement lié à notre vie personnelle. Donc, c'est compliqué pour des femmes d'aller voir un homme et de lui dire, bon, ben voilà, j'ai envie d'investir. Oui, mais d'accord, on est obligé de poser des questions. Investir, mais tu veux faire quoi avec ton argent? Quelle est ta situation, familiale? Est-ce que tu es marié? Tu es marié sous le régime de la communauté? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que ton mari, voilà, par exemple, on peut aussi poser certaines fois dans certains pays, on peut demander aussi, est-ce que ton mari, est-ce que tu es la seule épouse? Ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Enfin, vous voyez, on peut aller très très loin Ouais, dans l'intimité des gens. Parce qu'on a besoin de connaître l'intégralité de la situation pour pouvoir les conseiller au mieux. Donc le fait qu'il y ait des femmes, c'est très important, vraiment. ouais. Et donc toi, tu accompagnes principalement les femmes ou que les femmes? Ou tout le Alors monde? oui, moi vraiment, mon souhait, c'est d'accompagner, déjà de former, donc vraiment des formations,
très ciblées au départ, très ciblées professionnelles. C'est-à-dire que les premières qui se sont inscrits à mes formations, c'était surtout, par exemple, des juristes, des experts comptables, des gestionnaires de patrimoine, enfin et le but, c'était ça. C'était vraiment de former des professionnels pour qu'elles, à leur tour, elles puissent, sur le terrain, faire des choses et puis sensibiliser, auprès de leurs clients, puis même auprès, du coup, de leur famille, de leurs proches. Je trouvais que le milieu professionnel, c'était vraiment la meilleure opportunité pour une sensibilisation efficace. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, certaines personnes se sont rapprochées de moi en disant: «OK, on se forme ou tu nous sensibilises, mais maintenant on veut trouver des solutions». C'est-à-dire, on sait ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, mais concrètement en France, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, j'étais obligée de basculer finalement dans, le côté, bah, gestionnaire de patrimoine. Qu'est-ce que tu peux faire avec ton argent aujourd'hui? Bah, tu as la possibilité d'investir dans ça, 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 ça. Heu, voilà, ça c'est le côté plus, on va dire, gestionnaire de patrimoine. Au départ, clairement, il y avait quasiment rien. C'est-à-dire, il y avait, de l'or, donc il y a toujours eu, Rabia, avec Inaya, donc machallah. Et puis, quelques produits type SCPI ou, voilà, mais pas il y avait pas grand-chose, en fait. Il y a ça, c'est je vous parle il y a 2 ans, donc c'est pas si loin. Aujourd'hui aujourd'hui, le domaine de la fi en tout cas l'investissement, islamique a vraiment, a une autre forme. Il y a, vraiment beaucoup plus de possibilités et alhamdoulilah, ça bouge, vraiment. D'une part parce que les gens se forment, s'intéressent, il y a une demande de plus en plus grandissante puisqu'il y a une prise de conscience avec, non seulement les crises économiques, mais aussi, l'actualité. Et aussi, bah, il faut savoir que la France est quand même assez, entre guillemets, «en retard» par rapport à toutes ces problématiques-là, en tout cas par rapport aux autres pays d'Europe et qu'aujourd'hui, il y a un réveil de la communauté musulmane sur ces questions-là. Donc c'est plutôt une bonne chose. D'accord, tu as pu voir une croissance là récemment ces dernières années très importante? Ça a beaucoup évolué? Ah clairement! Ah non, mais clairement, c'est pas une croissance, là, c'est une révolution. C'est-à-dire que et en plus, quelque chose qui va très, très vite et qui va même trop vite, enfin par rapport à la sensibilisation qui est faite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en est encore à sensibiliser les gens sur tout ce qui est donc le riba, parce que c'est vraiment Mmh. notre grande crainte et surtout notre ennemi numéro un, on va dire. Après, il y en a d'autres, mais c'est surtout celui-là. Et donc, on en est encore à ça. Alors qu'on passe aujourd'hui à des choses, donc il y a tout un cheminement après, hein, c'est-à-dire se familiariser avec la richesse, parce qu'on a de gros blocages aussi, surtout bon, les femmes, les hommes, mais pareil, hein, on a de gros blocages par rapport à l'accession à la richesse. Est-ce que finalement, en étant musulman, on a le droit d'être riche? Donc on a encore à se poser ces questions-là, ça c'est problématique. Et donc une fois qu'on sort de ça, on se dit, bon, ça y est, maintenant j'ai de l'argent, bon, déjà, je mets en place une stratégie pour avoir de l'argent. Ensuite, j'ai de l'argent, qu'est-ce que j'en fais? Cet argent-là, je vais penser à investir. Donc là, déjà, tu comprends que de passer de je réfléchis à limiter le riba à maintenant je commence à investir, il y a déjà tout un cheminement. Mais ensuite, à partir de là, il y a les premiers investissements qui sont safe, c'est-à-dire on commence à investir parce qu'on n'a pas l'habitude de prendre des risques. Parce que je vous rappelle qu'en finance islamique, la seule façon pour justifier le profit, c'est la prise de risque. Donc si on n'est pas capable de prendre du risque, on ne peut pas justifier de profit. Mais d'un autre côté, on veut du profit tout le temps. C'est-à-dire qu'on veut être riche, mais sans prendre de risque. Ça, c'est riba. C'est-à-dire être riche, c'est-à-dire faire du profit. C'est pas du profit, c'est faire de l'intérêt sans prendre de risque. C'est la définition du riba. Et nous, on n'en veut pas. Donc c'est comment Mmh. on fait? Il faut qu'on se forme, en fait, il faut qu'on appréhende le risque. Donc bien sûr, chacun selon sa capacité, pour pouvoir justement dégager du profit. Donc ça, c'est tout un apprentissage. Et ensuite, à partir du moment où là, on commence à se sensibiliser par rapport à ça, et bien là, il y a des investissements qui vont être très, très intéressants. Mais là, aujourd'hui, la population n'est pas prête. On n'est pas prête à investir dans tout ce qui est investissement start-up, par exemple. On n'est pas prêt à investir dans tout ce qui est projet numérique, donc dans tout ce qui est crypto-monnaie. Bien sûr, tout ça, c'est cadré, c'est licite, hein. Je ne vous parle pas des choses qui sont farfelues, qui sont, euh, qui sont Mmh. illicites. Il y a des choses qui sont licites aujourd'hui, mais est-ce que la communauté française est prête, musulmane est prête à ça?
Ben, je pense Pas pas, encore. pas encore. Ça Il y en a viendra quel il y a inch'Allah. j'ai des clientes, oui, j'ai des clientes qui le sont déjà, hein, et qui, vraiment machallah, elles s'y Mmh. intéressent, elles se forment, et c'est bien parce qu'il faut absolument qu'on s'y intéresse. De toute façon, je vous rappelle qu'en 2026, on passe en euros numériques. Donc prêt ou pas prêt, on sera bien obligé de le faire. Donc autant Mmh. s'y préparer et autant justement, peut-être, se former, comprendre pour ne pas être mangé encore, je sais pas Mmh. quelle sauce, mais voilà. Ouais. Quel est le profil des femmes qui, veulent un accompagnement sur la gestion de patrimoine? Est-ce qu'il y a un profil ou plusieurs profils, Oui, oui, bah, clairement, j'ai défini ce profil, donc c'est des femmes plutôt d'un âge, mûr, on va dire, Mmh mh. vers, enfin mûr, même quoique j bon, on va dire que oui, j'ai 2 types de profils. J'ai soit des femmes, qui ont déjà une certaine, situation professionnelle et Mmh. qui sont en recherche de sens, c'est-à-dire par rapport à leur, heu, à leur activité et aussi à leur, relation avec l'argent. C'est-à-dire qu'elles me disent, «J'ai de l'argent». C'est pas l'argent, c'est pas un problème, j'en ai. Mais il reste sur un compte et je ne sais pas quoi faire avec et je trouve que ça a pas de sens. Et elles se posent les bonnes questions en réalité. Parce que, l'islam ne nous demande pas d'avoir un compte blindé qui est en train de enfin de l'argent qui est en train d'attendre, c'est clairement de la thésaurisation donc non. Aujourd'hui, on doit essayer de trouver des alternatives à cet argent pour pouvoir le réinjecter dans l'économie réelle. Ça, c'est le but de tout musulman, pour pouvoir non seulement préserver ses biens, donc ça, c'est vraiment le but aujourd'hui, c'est pas de enfin moi, en tout cas, quand j'accompagne les personnes, je leur dis: «Moi, le but, c'est pas de faire des millions». C'est pas comme les pubs qu'on voit en disant: «Tu vas gagner le million, tu vas parce que ça, il faut aussi qu'on fasse très attention. Notre épreuve à nous, la communauté de Nabi sallam, c'est l'amour des richesses. Voilà, c'est l'amour de l'argent. Donc, on doit aussi faire très attention à ça, ne pas tomber là-dedans. Mais d'un autre côté, on doit aussi rechercher la richesse. Donc, toujours avoir en tête que on doit rechercher la richesse toujours pour la satisfaction de notre créateur. Si on garde ce mindset-là, eh ben, c'est gagné. Mais tous les jours, il faut renouveler son intention parce que la tentation, elle est grande, elle est vraiment grande. Donc, Mmh. le but de ces femmes-là, on va dire, le profil, c'est vraiment des femmes qui gagnent bien leur vie euh, et qui sont en quête de sens et de spiritualité. Elles ont envie de faire les choses bien. Donc, du coup, elles me contactent et elles me disent, moi, si c'est pour mettre mon argent dans du riba, ça ne m'intéresse pas. Elles sont même prêtes à prendre du risque, il n'y a pas de problème, mais à partir du moment où c'est licite. Vraiment, leur première préoccupation, c'est ça. Donc, c'est des femmes qui ont déjà des enfants. Elles vivent généralement région parisienne, la plupart du temps. Mais bon, après, j'ai des personnes d'un peu partout. Voilà, ça, c'est vraiment, comme on dit, ma cible de cœur. Mais après, j'ai une Ouais. deuxième catégorie, on va dire, c'est les plus jeunes. C'est les plus jeunes, celles qui débutent leur activité, qui commencent à gagner de l'argent aussi, et qui, elles, sont déjà, en fait, dans le, dans la réflexion en se disant, moi, je veux gagner de l'argent licitement, et je veux investir. Et elles ont vraiment pas froid, pas froid aux yeux, pardon. Elles ont vraiment pas froid aux yeux. Euh, c'est pas la même approche. Voilà, c'est pas la même approche, mais c'est tout aussi intéressant. D'accord. Tu disais, plutôt, l'important c'est de garder en tête qu'on va acquérir des richesses pour Dieu. Ça enfin, non, pour avoir la satisfaction de Dieu, je crois. Ça veut dire quoi ça concrètement? En quoi, acquérir de la richesse, ça permet d'avoir la satisfaction de Dieu? Alors, je me suis beaucoup informée par rapport à ça, par rapport Mmh mh. à la recherche justement, enfin, quelle est notre relation finalement, quelle doit être notre relation à la richesse, en étant musulman. Parce qu'il faut savoir que dans cette société, bon, clairement capitaliste, hein, donc ça veut dire, capitaliste, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement, on préfère rémunérer le capital plutôt que l'humain. C'est ça. Donc on est dans une société qui aujourd'hui, prône le fait que quand on a de l'argent, on en aura encore plus. Quand on n'en a pas, on en aura encore moins. Donc, donc Mmh. c'est ça, en gros, si on doit schématiser. Et je me suis dit: «Comment l'islam voit les choses?» Et ben, l'islam voit les choses différemment. C'est-à-dire que notre réussite personnelle, elle doit déjà être, c'est une réussite personnelle, mais surtout une réussite collective. Ça peut pas être une réussite que individuelle, parce que sinon on il y aura quelque chose enfin, on aura raté quelque chose. Et là, le but de la richesse, finalement, quand on est musulman, c'est
de se faciliter la vie pour pouvoir finalement être dans l'adoration. On le regarde juste simplement, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de problème de subsistance, c'est-à-dire que si vous avez de l'argent, Mmh. vous avez de l'argent, voilà, vous avez de l'argent. Ça va être très facile pour vous de faire vos prières à l'heure, de prendre un mois de congé, par exemple, pour Ramadan, même si on peut travailler quand on fait un Ramadan. Mais je veux dire, si vous voulez bien en profiter pour faire le Hajj, c'est plus facile aussi. Vous pouvez partir, vous avez de l'argent. Ok. Vous pouvez payer des cours pour vos enfants ou même pour vous-même, pour vous former. L'argent va faciliter les choses, va vraiment vous faciliter le, votre connexion avec votre créateur, puisque du coup, on va avoir beaucoup plus d'opportunités et ça va être plus facile en fait. L'argent va faciliter. Mmh. Donc c'est en ça que je dis que gagner de l'argent, finalement, ça va nous faire vraiment, ça va vraiment nous aider pour devenir de bons musulmans. Mais attention, il ne faut pas qu'on tombe amoureux de l'argent. L'argent ne reste qu'un moyen pour pouvoir nous faciliter la vie et pour pouvoir aussi impacter, donc ça c'est au niveau individuel, mais impacter aussi notre société. On va aider des sœurs et des frères qui montent leur business en leur achetant leurs marchandises. On va investir dans des startups musulmanes qui justement va les aider à se développer. On va créer des emplois, on va parce qu'on est par exemple une entreprise, je suis entrepreneur et bah, du coup, l'argent rentre, bah, qu'est-ce que je fais? Je vais embaucher des stagiaires, je vais embaucher Mmh. des gens, je vais aussi faire des sadaqas, je vais pouvoir aider, construire des puits, on peut faire plein de choses avec de l'argent. En tout cas, on peut faire du khayr. L'argent n'est qu'un révélateur. C'est-à-dire que vous êtes une bonne personne, vous allez faire encore plus de bien. Vous êtes déjà une mauvaise personne, l'argent ne fera que renforcer en fait ce trait de caractère, c'est tout. Les gens ont peur de l'argent parce qu'ils ont peur de découvrir en fait quelque chose de, euh, ils ont peur peut-être de devenir orgueilleux, de devenir. Mais finalement, l'argent n'est qu'un révélateur. Si vous devenez orgueilleux, c'est que vous l'étiez déjà. Donc, le travail doit se faire sur le cœur et pas forcément dire que c'est l'argent la cause. C'est intéressant ce que tu dis et quand tu parles à des personnes, tu ressens ça un petit peu, les personnes qui enfin, des différentes catégories de ceux qui veulent juste être riches pour être riches ou bien, être riches parce que voilà, soit ils veulent juste avoir leur argent halal, mais ou bien qui veulent, qui ont cette vision lointaine d'être aussi utiles à la communauté, à la société? Alors, au début, quand on ne me connaissait pas trop, alors je ne vais pas dire que je suis très connue aujourd'hui, mais on va dire sur les réseaux, bon, je m'exprime assez clairement, on va dire. Donc, au début, quand peut-être c'était peut-être pas très clair, effectivement, j'ai eu des personnes qui, qui était un peu, on va dire, schizophrène, c'est-à-dire, qui voulait de l'argent licite, mais d'un autre côté qui voulait le million. C'est-à-dire, donc, après, comme j'ai toujours dit qu'il y avait pas de problème à vouloir être riche. Les plus riches, c'était, nos prophètes, donc Daoud et Souleïman, qui étaient extrêmement Yes. riches. Donc on peut pas dire qu'en tant que croyant ou musulman, on doit fuir la richesse. Non, il y a des prophètes qui étaient extrêmement riches, il y a des sahaba qui étaient extrêmement riches. Donc donc, je ne peux pas dire que c'est une mauvaise chose de vouloir être riche. Mais par contre, que ça passe en première position avant le côté licite, là, c'est problématique. Et notre rôle aujourd'hui, c'est de s'assurer que tous les investissements ou toutes les opérations que nous allons faire, elles sont d'abord licites et ensuite, elles sont rentables. Et pas le contraire. Parce que on tombe beaucoup encore dans la communauté, dans le piège de ah ben c'est super intéressant, j'ai des rendements à 350%, j'ai vu quelques barbus, j'ai vu quelques femmes en hijab, donc c'est halal. Non, stop, là on arrête tout là. Parce que d'abord la première préoccupation ça a été de se dire 350% c'est intéressant et puis bon ben c'est peut-être halal, mais bon comme j'ai vu des musulmans dedans c'est bon. Non, on doit être beaucoup plus strict et très pointilleux sur le côté licite des choses, surtout dans le domaine de la finance. Surtout dans le domaine de la finance, vraiment. Quand on regarde un petit peu, la machine, capitaliste, comment les banques fonctionnent en Europe, dans le monde et quand on regarde les produits, islamiques qui existent, on se dit qu'il y a un écart tellement énorme qu'on pourra enfin, en fait, on reste toujours dans les contours, en fait. On touche pas vraiment à la source. Hem, Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses qu'il y a cette pensée d'un jour, voilà, révolutionner le tout ou bien créer une économie parallèle ou enfin, je sais pas. Quelle est ta vision des choses? Oui, une très bonne question. Très bonne question. Je pense que jusqu'à maintenant, on vivait dans l'espoir que finalement la finance islamique pourrait,
proposer des alternatives aux musulmans aujourd'hui, mais finalement en se calquant sur un domaine, sur un système qu'on connaît. C'est-à-dire on connaît le système capitaliste, nos banques, voilà, nos banques traditionnelles, et on s'est dit on va faire la même chose, mais on va le faire de façon licite. Pour moi, je pense que c'est une grosse erreur. C'est une très très grosse erreur parce que euh, tout est imprégné de capitalisme. Donc, du coup, c'est difficile de basculer en fait sur une éthique islamique. Ça va juste être finalement la finance traditionnelle saupoudrée de finance islamique, saupoudrée de halal. Et chose bon, qui peut être une transition. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est une transition. On est dans une transition parce qu'on est en mode réflexion. Donc, il faut passer par ce système-là pour comprendre justement que ça n'est pas qu'on doit on ne doit pas s'arrêter à là. En fait, on ne doit pas s'arrêter à cette situation-là. Parce que l'économie islamique, ce n'est pas du tout l'économie capitaliste. Donc, Mhm. du coup, aujourd'hui, si on doit comparer la finance traditionnelle, donc la finance, on va dire la finance usuraire, hein, d'accord, avec la finance islamique, on va dire que la finance islamique nous représente 2, maximum peut-être 3 maintenant, mais 3% des transactions mondiales dans le monde, donc financières. Donc c'est Mhm. peanuts, c'est rien du tout. Donc c'est une goutte d'eau dans la mer. Donc c'est vraiment rien du tout. Par contre, c'est une finance qui est très active et qui a une croissance à 2 chiffres, donc qui est en train de vraiment se développer. En marketing, c'est simple. Comment est-ce que quelqu'un peut intégrer un marché quand il y a déjà un leader, enfin un monopole, et qu'on arrive avec, on va dire, les mêmes principes, les mêmes armes pour se démarquer? C'est impossible. C'est impossible. On se fait écraser directement en arrivant sur le marché. La finance islamique, la seule façon qu'elle va avoir pour se développer, et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est elle va avoir une stratégie de niche, ce qu'on appelle. Pour ceux qui sont dans le marketing, ils comprennent très bien ce que c'est vraiment de se spécialiser dans un domaine particulier et d'être la meilleure dans ce domaine-là. Aujourd'hui, la niche de la finance islamique, c'est la fintech, c'est-à-dire vraiment la finance technologique, ou voilà, technologique, c'est-à-dire tout ce qui va être lié clairement à tout ce qui est blockchain, tout ce qui est la crypto-monnaie, cryptocurrencies, crypto-actifs, tout ça, tout ce monde-là, en fait, la finance islamique est en train de se nicher dedans. Et je pense que c'est une très très bonne chose parce que ça va être la seule façon d'avoir une finance beaucoup plus propre et qui va répondre vraiment aux besoins des musulmans aujourd'hui. Alors je sais que ça fait peur à tout le monde parce qu'on n'est pas formé, parce qu'on ne comprend pas encore tout ce système. Mais franchement, je vous assure, en ayant fait des formations, en ayant suivi quelques spécialistes de ce domaine et puis en étant vraiment dedans maintenant, je vous assure qu'il y a de très très beaux projets et que pour l'avenir, c'est peut-être justement la porte de sortie des musulmans, vraiment. Enfin, en tout cas, moi, j'y crois. Affaire à suivre. Alors, Affaire à suivre, voilà. hem, j'allais dire Rabia, rien à voir. Sabria plutôt. Oui. C'est Vous pas avez grave, j'ai presque l'habitude, un hein. prénom qui se ressemble, hein. Et puis c'est un honneur, franchement, c'est un honneur qu'on m'appelle Rabia parce que c'est mon amie, machallah, et vraiment, elle a fait un Machallah. boulot extraordinaire. Sabria, pour les auditeurs et les auditrices qui découvrent un petit peu la finance islamique, qui s'intéressent un petit peu à tout ça et qui mettent pas forcément en pratique quoi que ce soit dans ce domaine-là, vers quoi tu les rediriges? Est-ce que tu peux les rediriger vers, du contenu? Enfin, pour les sœurs, je pense, c'est assez simple, même pour les frères, pour tes formations, je pense que ça touche tout le monde, les formations, je sais pas? Alors pour mes formations, alors c'est vrai que j'ai des grosses formations vraiment, comme je t'ai dit, plutôt orientées professionnelles, mais bon, il y a aussi des non professionnels qui s'inscrivent. Ça, c'est vraiment entre femmes. Après, je fais des ateliers. Donc, je fais des ateliers régulièrement et les ateliers, là, ils sont mixtes. Alors, il y a quelques temps, ils n'étaient pas mixtes, mais j'ai eu une pression quand même, quand même de la part des messieurs qui m'ont dit, mais nous, on n'a pas de formateur qui propose ce type d'atelier. Donc, je leur ai dit que le temps, justement, que je forme des personnes pour avoir des interlocuteurs hommes, et ben, pour l'instant, ils pouvaient assister donc, à mes ateliers donc mixtes. Mais qu'après, quand vous avez sur le marché des messieurs qui pourront faire le job, bah, écoutez, Il y en a faites avec pourtant, eux. il y en a beaucoup, non? Enfin, Bah, ça dépend, par exemple, bon, moi je fais des ateliers très ciblés, par exemple, bourse. Bourse, il n'y en a pas énormément. Il y mmh, a peut-être des formations en e-learning, mais des ateliers avec des vrais acteurs, des humains qui, euh, mmh. qui accompagnent, où on en discute, et puis voilà. Il n'y en a pas, il y en a pas, il y en a en France, il n'y en a pas tellement, hein. Deuxième chose, je fais aussi, par exemple, là, je vais faire une formation typiquement contrat, donc les partenariats commerciaux, donc la musharaka, la mudaraba,
bah, ça non plus, je vois pas. Je vois le côté théorique, c'est-à-dire oui, vous pouvez vous former, il y a des formations qui sont très théoriques, notamment par exemple avec, l'IFAS qui a fait un travail extraordinaire. Vous avez le MBA en finance islamique, mais encore une fois, ça c'est un MBA, donc c'est plutôt à visée professionnelle et puis il faut être disponible et puis c'est un certain coût aussi, donc c'est pas vraiment pour de la sensibilisation. Vous allez avoir qui, en France, il y a pas grand-chose, hein, vraiment, hein. Donc D'accord, je après, vois. c'est beaucoup Mmh. MBA. Donc du coup, voilà, là, par exemple, atelier sur les partenariats commerciaux, parce que pour moi, ça me paraît tellement important. Il y a beaucoup de sœurs ou de frères aussi, mais bon, moi, je connais plus les problématiques des sœurs qui, s'associent mais qui ne connaissent absolument pas ce qu'elles ont le droit de faire, ce qu'elles n'ont pas le droit de faire en termes de, par exemple, de capital. Qu'est-ce que vous avez le droit de mettre dans le capital, comment doit être faite la répartition. Ensuite, quels sont les droits et les devoirs de chacun dans cette association. Ensuite, comment est-ce que vous allez faire la répartition des bénéfices et des pertes. Ensuite, comment vous allez déterminer la fin de cette association, comment est-ce que vous allez vous répartir donc les bénéfices ou pas, enfin bref. Et comment on fait la différence entre Musharaka et Mudaraba. Enfin, vraiment, il y a tout ça, c'est du chinois, hein, vraiment. Hein. Quand je parle de ça à certaines personnes, ils m'ont dit, je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Alors que ça fait partie quand même de notre patrimoine religieux. Donc on doit absolument se former là-dessus. Enfin, pour moi, ça me paraît tellement important. Donc voilà, où se former, bah, plutôt dans le monde anglo-saxon, hein. Donc moi, ce que je dirais, c'est déjà première chose, la première des formations, c'est la lecture du Coran, hein, clairement. Vous avez énormément, énormément de contenu dans le Coran sur, l'appréhension enfin comment appréhender la richesse, les exemples des sahaba, enfin pas des sahaba, des prophètes, vous avez, vraiment c'est les histoires, enfin les qasas, vraiment vous avez plein de choses sur la richesse, sur les interdictions, sur l'héritage, sur la zakat, sur, enfin vraiment tout. Après, bien sûr les hadiths, mais et il y a des formations aussi, il y a des formations, moi j'aime bien le cheikh, Mourad Hamza, à chaque fois je fais de la publicité, mais Mmh. vraiment, par exemple, il sensibilise, bon, il fait tout ce qui est zakat et tout, mais il sensibilise à l'héritage, il sensibilise à la finance islamique, il fait vraiment un travail, pour les francophones, c'est juste magnifique. Donc Ouais. et anglophone, oh alors là, vous avez plein de choses, hein. Vous avez, Almir Kolan, vous avez, le cheikh, bah, en français, vous avez, le, le marocain, donc le docteur, professeur, Lalou, Lahlou plutôt. Mmh mh. Vous avez qui, après dans le monde anglophone, vous avez, donc, le, Hadam, oh, le cheikh, Faraz, Adam Mufti Faraz, Faraz. voilà, Mufti, bon, enfin, il y en a plein. Je vous Ouais. mettrai une liste, s'il faut. Ouais, pour les anglophones. Bah, merci beaucoup à Sabria, j'allais dire Rabia encore, purée. Sabria, donc Là, on je vais arrive, boucler là. my bad, ma faute. Alors Sabria, on arrive à la fin de ce podcast. On va finir par quelques petites questions de fin. Quelles sont les compétences les plus utiles au travail ou dans ta vie de tous les jours que tu utilises? Très bonne question. Bah, je pense la rigueur, la persévérance, la patience, La résilience. ouais, la résilience aussi, oui, tout à fait. Non, je pense qu'il faut avoir un mindset vraiment de vainqueur, vraiment de vainqueur pour pouvoir, non, mais pour dans ce domaine, en Ouais. est dans la finance, c'est pas évident parce que c'est un monde très noir, hein, clairement, c'est un monde très noir. Donc ça veut dire, il faut toujours, revenir au Coran, à la source. Si on n'est pas attaché, si on n'est pas proche, en fait, on se perd très rapidement, vraiment très rapidement. Mmh. Hem, donc c'est ça, je dirais les qualités premières, c'est d'essayer d'être une bonne croyante. Voilà, c'est Mmh mh. vraiment, c'est la seule chose qui peut nous protéger. Très bien. Qu'est-ce que tu préfères dans ce que tu fais? Ce que je préfère, on va dire, alors dans le travail que je fais, bah, former. Moi, j'ai toujours aimé former. J'étais même professeure d'autres choses avant, donc Mmh mh. j'étais professeure de tajwid, professeure de français, professeure de j'aime transmettre, vraiment, j'aime vraiment transmettre. Donc c'est vraiment ce qui me motive et ensuite, deuxièmement, j'aime trouver des solutions aussi. Donc c'est le côté aussi entrepreneurial. Donc j'aime Mmh mh. trouver des solutions pour mes clientes. Donc quand elles ont de l'argent comme ça et elles sont vraiment et c'est une souffrance, hein, on pourrait pas l'imaginer, mais c'est une vraie souffrance. Mmh mh. C'est-à-dire qu'elles
se disent: «Mon argent, en fait, je l'ai gagné, mais je pourquoi faire? Je Ouais. fais rien avec». Et le fait de leur ouvrir des opportunités, enfin, ou en tout cas de leur dire: «Mais non, en fait, tu peux faire plein de choses et tu vas pouvoir faire de beaux projets», et ben, on a l'impression qu'elles se réapproprient leur vie. Donc là, ça, c'est chouette, et les sortir du riba, alors ça, je crois que c'est une belle, comment dire? Une joie, hem, qui est difficilement, comment dire? Explicable, vraiment. Quand, Je quelqu'un comprends. Mmh. quand on me met des mots et qu'on me dit, «Sabria», et des gens des fois que je connais pas du tout, hein, qui me disent: «Bon, bah, ça y est, j'ai fermé tous mes livrets A, ça y est, c'est fini, basta et tout. Maintenant, c'est sur mon compte courant. Qu'est-ce que je peux faire?» Donc là, quand j'ai ça, je suis refaite. Il y a une question que je voulais poser avant, mais elle me revient sur ma femme qui on parle de ça. Comment est-ce que c'est facile de gérer, l'entrepreneuriat avec avec des enfants? En tant Ça, que c'est femme une question. surtout? Ouais. Oui, en tant que femme, clairement non. Je clairement, Mmh. non. Non, je veux pas vendre du rêve, hein, je veux pas dire: «Oui, c'est super facile», moi, je trouve que c'est extrêmement difficile. J'ai l'impression qu'on a 2 vies en une. Donc déjà, notre vie est courte, qu'en plus, en tant que musulmane, on est quand même censé beaucoup apprendre, être toujours dans l'apprentissage. Donc c'est un temps qui nous passe. On a des objectifs, aussi d'apprentissage. Donc du coup, nos choix, ils sont encore plus stratégiques. Voilà, c'est-à-dire que notre temps, il est tellement limité que c'est difficilement gérable, oui. Mais si on a un pourquoi fort derrière, bah, on le fait. On le fait, et tous les jours où on se lève, on se dit: «Bah, alhamdoulilah, j'espère que ça va m'apporter, bah, la satisfaction de mon créateur». Mais c'est clair qu'il y a des choix, qui sont difficiles à faire, hein, comme par exemple, notre propre apprentissage. Est-ce que mon propre apprentissage passe après mon entrepreneuriat? Ça, c'est un dilemme de tous les jours, hein, ça c'est sûr. Mmh. Mmh. Oui, d'accord, très bien. Bah, écoute, ouais, je pense qu'on connaît, enfin, ceux qui passent par là doivent aussi connaître un petit peu ces difficultés-là. Mais c'est Bah important de oui. voir, des femmes qui arrivent à s'en sortir, quand même. Hem, Je sais pas dans quel état on va s'en sortir psychologiquement, mais en tout cas, on continue. Ça demande aussi pas mal de, comment dire? De, synchronisation du coup avec, le mari, de l'entraide et cetera Ah, ou c'est clair. Ah non, mais c'est clair. C'est-à-dire que, comme on dit, souvent, oui, derrière chaque homme qui a réussi, il y a une femme, qui est derrière, bah, c'est pareil, bon, après moi je parle pas pour moi, je dis pas que j'ai réussi, c'est pas ça. Mais derrière chaque projet, il y a forcément un homme. Enfin, il y a forcément un homme, ou si c'est des femmes qui font ça toutes seules, ben, vraiment chapeau, parce que pour tout gérer, bravo, vraiment bravo. Il faut une famille, il ouais, faut un soutien, même un soutien psychologique, hein, clairement, il faut un soutien, parce que l'entrepreneuriat, c'est des hauts, c'est des bas, en plus, dans le monde de la finance, c'est pas toujours, voilà, on se fait pas toujours des cadeaux, malheureusement. Ça aussi, ouais, l'éthique islamique, ça c'est on aimerait que ça soit la réalité, de la chose, mais c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Mais on reste sur une note très positive. Heu, J'aime bien dire que la communauté aujourd'hui, c'est une très belle communauté. Vraiment, machallah. Si on a une mauvaise image de la communauté, je dirais que ce sont plutôt nos détracteurs qui essayent justement de semer la zizanie entre nous en disant: «Ah oui, de toute façon, vous êtes, limite des bons à rien, vous vous tirez dans les pattes, vous». En réalité, quand on arrive à créer un noyau solide, bah, la communauté, elle est magnifique, vraiment, hein. mmh. Est-ce que c'est toi qui gères, les finances chez vous? Peut-être une question indiscrète, Pas vu que c'est du toi tout, qui es l'experte, en la matière? pas du tout. D'ailleurs, c'est très compliqué. Parce que, parce que c'est mon mari qui gère les finances, ça a toujours été comme ça. Bon, ben, bien sûr, on le fait, il me consulte, hein, on est d'accord. Mais du coup, on n'a pas du tout le même profil risque. Lui, il est très raisonnable, bon Conservateur? père de Ouais. famille, voilà, très conservateur. Alors quand je lui parle, d'investir, dans le bitcoin, d'aller voir, tout ce que fait, Marhaba DeFi ou, Sahel Wallet, ou, des choses qui sont très avant-gardistes et tout, alors là, pour lui, c'est très compliqué. Mais pareil avec la sensibilisation, et quand, du coup il comprend qu'on va y venir et qu'il faut absolument y penser, même que ça soit pour nous ou que ça soit pour nos enfants, pour leur expliquer, parce que ça on ne l'a pas abordé. Mais comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour répondre à nos enfants? Ça aussi, c'est une Mmh. grosse problématique.
On a des jeunes de 17-18 ans qui sont dans la crypto non licite, hein, et qui Ouais, viennent me voir en me disant, «Bah, en fait, moi, j'ai eu une éducation religieuse, mes parents, ils sont très pieux, voilà, mais je suis pas sûre de faire quelque chose de bien là et mes parents, ils peuvent pas me répondre. Donc qu'est-ce ouais. qu'on fait?» Ni les parents, ni l'imam de quartier, ni pas grand Ah, monde, hein. ni l'imam. Ouais, Les imams, ils font ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent, ouais. ils répondent déjà à plein de problématiques, problèmes de couple, problèmes d'éducation, problèmes tous les maux de la société, ils en ont déjà, vraiment, un paquet. Alors si en plus on leur rajoute, «Est-ce qu'est-ce que tu penses de la crypto?» Là, je pense que c'est trop pour eux, là. C'est trop, ouais, Franchement, ouais. il faut vraiment, s'adresser à des personnes qui sont formées en finance islamique, donc non, mais déjà même bon, en sciences religieuses quand même, déjà un minimum. Sciences religieuses, finance islamique et finance traditionnelle. Vraiment les 3. C'est-à-dire que vous pouvez pas poser une question, sur des choses de très très spécifiques, la LOA ou, voilà, même les cryptos, encore une fois, on revient toujours à la bourse, est-ce que je peux investir en bourse? Les ETF, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous parlez à quelqu'un qui même dans la finance traditionnelle ne sait même pas de quoi il parle. Il sait même pas ce que Ouais, c'est, ouais. donc c'est compliqué. Mmh. Non, ça fait sens. Quelle est ta routine préférée? Est-ce que tu as une routine, dans tout ce que tu fais qui t'aide à maintenir l'énergie, voilà, que tu aimes faire? Ah bah oui, ah bah oui, toutes celles qui me suivent, elles savent. Donc je cours tous les matins. Donc voilà. Joggeuse. Je me lève, 5:30, j'emmène mon fils, donc comme je t'ai dit à la madrasa, 5:30. 5:30 je me lève, hop, je vais courir, je le récupère. Après, petit déjeuner, En courant? mosquée Tu l'emmènes direct. en courant? Bon, non, lui, il court pas parce que déjà 5:30, il est pas bien réveillé, hein. Mais donc non À et après, 5:30? direct. Inch'Allah. Ouais, Ouais, ouais. Non, à La Réunion, on se lève tôt ouais. et après direct, mosquée. Alors je vais à la mosquée et là, je me suis vraiment battue pour, pouvoir, aller à la mosquée. Je vous raconterai pas tout parce que voilà, mais il faut savoir qu'à La Réunion, par exemple, les mosquées, elles sont pas accessibles pour les femmes, hein. À la Mmh. C'est surtout parce qu'avec le madhab, hanafi, c'est surtout pour les hommes. C'est-à-dire que c'est les hommes qui ont accès à la mosquée, mais les femmes sont plutôt censées rester chez elles. Donc du coup, la vie à la mosquée, à La Réunion, pour les femmes, c'est un peu compliqué. Mais moi, j'ai trouvé un système pour pouvoir y aller donc tous les matins, comme ça me force parce que faire, son Coran chez soi, enfin moi je sais pas, moi j'y arrive pas. Je n'y arrive pas, Mmh. pas Mmh. possible. Mieux avoir un Donc cadre, ah spécifique. oui, oui. Mmh. Non, non, oui, oui. Oui, Mmh. oui, parce que sinon c'est la vaisselle, le ménage, il y a toujours quelque chose à faire et puis, ou l'ordinateur qui m'appelle, le téléphone. Donc Ouais, non, c'est donc vrai, non, non, c'est vrai. il me faut la mosquée et donc comme ça, une fois que c'est fait, ça y est, je peux commencer ma journée. Je suis ouverte, au boulot. Très bien. Est-ce que tu as une recommandation de livre ou quelque chose, une référence que tu recommandes fortement ou qui t'a marqué récemment ou Alors la recommandation de livre, bah, c'est un peu prétentieux, mais c'est déjà le mien. Donc pour l'investissement en bourse, donc ceux non? qui veulent investir en bourse, Je bah, savais ils pas que tu peuvent avais un aller livre, sur hein. mon compte. Ouais, Mmh j'en ai fait un. Je me suis dit, parce qu'en Comme fait, ça. oui, voilà. Non, mais comme je faisais les ateliers bourse, que je voyais que, bah, j'en faisais pas assez. J'en fais pas assez Mmh des ateliers bourse. À chaque fois, j'ai toujours des personnes qui me posent les questions. Je leur dis: «J'ai vraiment, formez-vous». «Oui, mais chez qui?» «Bah, je sais pas». Donc je me suis dit: «Je vais faire un livre, comme ça, ceux qui veulent attendre le prochain atelier pourront déjà commencer avec le livre». Donc ils peuvent le commander sur, mon compte, Instagram. Par contre, je ne l'ai pas mis sur Amazon ni rien parce que je ne préfère pas travailler avec eux. mh. Voilà, donc mais sinon, mes collègues, donc je dirais, bah, moi j'aime bien, comment dire? Soutenir la communauté, donc forcément, je vais soutenir, notre, Djibril Ndoye, pour celles qui connaissent. Donc c'est, Mmh finance islamique. Je ne sais pas si tu le connais, Ouais. ce bouquin-là? Ouais, de nom, Ouais. je lui ai jamais parlé à la personne, mais je vois c'est qui. D'accord, donc c'est un des quand même des acteurs de la finance islamique en France, d'ailleurs qui faisait des conférences avec, Rabia. Donc machallah. Donc son livre est quand même assez économique, hein, c'est-à-dire c'est, macroéconomique. Il parle de la finance islamique en Europe et pas forcément des solutions, pratico-pratiques pour les gens, mais déjà c'est intéressant. C'est intéressant de voir, un petit peu comment se structure, on va dire, la finance islamique pour ceux qui s'y intéressent. Après, je peux t'en donner un autre. J'en ai 2 autres, en fait. Bon, toujours, Ouais. l'héritage et testament et à la lumière du Coran et de la Sunna. Alors je te dirai pas le nom parce que franchement, je vais te dire la collection, c'est El Iman.
parce que son nom, c'est Abdelhamid, mais j'arriverai pas à lire les... Je sais pas si tu vois. Ah, d'accord, ouais, je vois. Delhamid, quelque chose. Ouais, bon, Ok, je te le très bien. mettrai Bon, je le comme ça. mettrai, je ferai un copier-coller. Voilà. Hmm. Et sinon, celui-là est pas mal aussi. Donc, les finalités suprêmes de la finance islamique. Donc ça, c'est pareil, le nom, je te dirai pas, mais donc c'est avec le commentaire de Abdelazim Abou Zaïd. Donc c'est celui-là, je te mettrai. Donc pareil, c'est très, très économique, hein, mais c'est des bons rappels. Mhm. Ok, très bien. Écoute, j'ai tout noté et je mettrai ça en description, Inch'Allah. Et du coup, enfin, dernière question, mais je pense que tu as Oui. déjà un peu répondu. Comment suivre ton travail et te contacter si un auditeur ou une auditrice a des questions? Est-ce que c'est possible, j'imagine, par Instagram ou ton site? Oui, LinkedIn aussi. Alors LinkedIn, c'est plus pro, mais LinkedIn aussi. Donc Instagram, sur mon site aussi, Ouais, scconsulting.fr. Voilà. Non, mais généralement sur Instagram, je suis assez, réactive, donc on peut me contacter, rapidement. Donc on peut prendre les rendez-vous directement, on peut regarder ce que je fais, donc les différents ateliers, les formations e-learning. J'essaye de voilà, d'avoir des formats qui s'adaptent un petit peu à tout le monde pour pouvoir, répondre aux problématiques de chacun. Voilà. génial. Bah écoute, ça brille, hein. Je vais pas me tromper cette fois. On arrive à la fin de Ah ce merci. podcast. À lundi. Ça fait plaisir. Je te remercie beaucoup pour ton temps et pour ce que tu fais. Bah, écoute, je trouve que ce que tu fais, c'est vraiment important et surtout en tant que femme, parce que c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de, comme tu dis, bah, il peut y avoir des problématiques différentes, des approches différentes et ça touche au personnel parfois. Donc, et le fait de voir des sœurs impliquées aussi dans ce domaine-là, donc ça montre aussi que une industrie qui se démocratise de plus en plus et j'espère qu'il y aura de plus en plus de sœurs aussi. Voilà, je demande à Dieu qu'il mette la baraka, qu'il facilite tes projets pour la suite. Amine, Amine, et je te remercie vraiment pour l'invitation. J'espère que justement ça va sensibiliser, plus de sœurs et puis, ben, plus de frères aussi, hein, du coup, à s'intéresser vraiment à cette finance, éthique et islamique, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment des solutions. On n'a pas parlé du côté gestionnaire de patrimoine, placer son argent, des choses comme ça, mais ça aussi, c'est très, très important. Donc, vraiment, intéressez-vous à ce domaine-là pour pouvoir, pour que la communauté grandisse, hein, tout simplement, hein. Excellent. Bah, écoute, Sabrina, je te souhaite une très bonne journée. Je sais pas si c'est encore la période des cyclones à La Réunion, donc stay safe, hein. Et puis Merci, merci. à Et très bah, vite, toi aussi. Inch'Allah. Merci, toi aussi. Assalamu alaikum. Salam alaikum. Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à 3 personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.